merci d'être venu pour cette conférence organisée par l'ESIX, l'école d'ingénieurs avec son département génie des systèmes industriels qui se trouve à Cherbourg. Donc, nous sommes ici dans les locaux du T, donc je remercie le directeur de l'UT de nous avoir prêté ces locaux et de nous accueillir. C'est le plus grand amphi du site universitaire, hein, c'est pour ça que nous l'avons organisé ici. Donc, cette conférence est dans le cadre d'un projet étudiant. Et Marie Mossier, qui est la chef de projet, là, qui s'est bien décarcassée avec tout son groupe. Donc, voici tout le groupe projet qui organise cette conférence. Alors, c'est pour répondre à un appel à projet de la CDFI Ingénieuse 2015, dont le but est de promouvoir les métiers d'ingénieur auprès des jeunes femmes. Donc, elle pourra vous en dire un mot. Et dans le cadre de cet appel à projet, donc, nous avons, un partenariat avec Win Normandie et Marie, qui encadre le groupe également, invité le professeur Jacques Fausse pour cette conférence sur les femmes et l'énergie nucléaire. Donc, je vous remercie de votre présence et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Donc, merci à l'ESIX pour son soutien. Et merci aux jeunes qui se sont donné beaucoup de mal pour organiser cette soirée. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Marie Mossier, chef de projet. Bonsoir. Notre équipe et moi-même sommes ravis déjà de vous accueillir ce soir. Donc, comme le disait M. Olivet, cette conférence, c'est l'aboutissement de notre projet et c'est notre réponse à un appel à projet de la CDFI. Donc, le but ce soir, c'est de prouver que les femmes ont leur place dans le milieu scientifique et donc de lutter contre les stéréotypes et les préjugés. Normalement, il vous a été distribué à tous votre arrivée un petit livret pour noter vos questions, vos planifier vos notes ici. Et à la fin de celui-ci, vous trouverez un petit questionnaire et on serait très reconnaissant si vous pouviez le remplir et nous le rendre en sortant. Ça nous permettra de mieux correspondre à vos attentes lors des prochains événements. Si un dernier mot sur le prix Femme Energia qui est ouvert depuis mars-avril, donc qui est ouvert à toutes les élèves ingénieurs et toutes femmes travaillant dans le domaine industriel. Je vous remercie, je vais laisser la parole à M. Jacques. On va vous demander d'abord d'éteindre vos téléphones portables ou les mettre sur vibreur, au cas échéant. Bonsoir à tous. C'est évidemment un grand honneur pour moi. Une mission peut-être pas très facile parce que j'ai appris qu'il y avait un projet derrière ça et donc il faut quand même que le conférencier soit à la hauteur. Autrement, la note pour le projet risque de ne pas être si bonne que ça sur au sujet de ce projet. Voilà, je vais y arriver. Donc, en fait, j'ai déjà fait des conférences ici, aussi bien pour certains lycées que même pour WIN. Et quand on regarde un petit peu tous les sponsors, en réalité, j'ai quand même plusieurs casquettes là-dessus, puisque je suis membre de WIN, parce qu'il n'y a pas que des femmes dans WIN. Et j'ai aussi, à la semaine, j'avais créé un groupe régional qui était le groupe Essonne. Et donc, je suis maintenant le président fondateur, 25 ans après. J'ai fait des cours à l'école d'ingénieurs, ça m'est arrivé. Et voilà. Alors simplement, moi j'ai été pendant 25 ans donc, responsable de la filière de sciences et technologies nucléaires au Conservatoire national des arts et métiers et CNAM. Et puis après, un certain nombre d'années, 42 ans en fait, j'ai fait valoir, comme on dit quand on est fonctionnaire, mes droits à une pension. Et depuis, je continue à faire des cours, parce que j'ai arrêté l'administration. Mon collègue ici doit savoir combien c'est lourd. J'ai été directeur moi-même des 4 écoles d'ingénieurs au CNAM pendant un certain nombre d'années. Et quand on ne fait plus que de l'administration, à un moment donné, bon, voilà. Alors j'ai dit j'arrête et puis je vais faire que des choses qui m'amusent, des cours, des conférences.
Et je suis aussi ici dans les commissions locales d'information qu'il y a auprès des centres. Donc il y a le centre évidemment d'usine Arevalo ici, il y a le centre de stockage de l'Andrin, de la Manche, et puis Flamanville avec ses 2 réacteurs qui tournent et puis son EPR qui se construit. Et auprès de ces installations, il y a des commissions locales d'information qui ont à la fois un but de surveillance et un but d'information. Et donc je suis vice-président de ces 3 commissions au titre du collège scientifique. J'ai un certain nombre de mes collègues d'ailleurs qui sont là ce soir. Alors, en fait, c'est vrai que la découverte de l'énergie nucléaire est très marquée par les femmes. Il n'y a pas que des femmes, mais d'ailleurs ce soir c'est un homme même qui va vous faire la conférence. Vous voyez, mais c'est vrai que c'est une histoire qui est très marquée par les femmes et par les chimistes aussi. Donc, quand j'avais construit cette conférence, c'était au moment de l'année mondiale de la chimie, parce que c'est assez curieux, c'est en fait des chimistes qui découvrent ces phénomènes qui sont des phénomènes de physique, mais avec des réflexes de chimistes. Et donc toute l'histoire se retrouve comme ça, et donc c'est ce que je vais vous raconter pendant une petite heure. Il faut que je clique sur le truc là-bas. Alors, il y a évidemment, il y a 3 parties en fait. Vous voyez, il y a la découverte du phénomène de radioactivité naturelle. Ça, c'est Marie Curie, donc avec Pierre Curie et Henri Becquerel. Et puis, il y a la découverte du phénomène de radioactivité qu'on appelait injustement artificielle, mais en réalité, c'est une radioactivité naturelle redécouverte par des moyens artificiels. C'est la fille donc de Pierre et Marie Curie, Irène, et son mari Frédéric Joliot. Et ensuite, vous avez le phénomène de fission provoqué. Donc, c'est un retrouve entre Irène, Joliot-Curie, une autre femme, Miss McNair, et puis 2 hommes, donc Otto Hahn et Fritz Strassmann. Donc, on va prendre les parties une par une. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Alors, j'ai mis celle-là aussi, puisqu'on parle des femmes ce soir. C'est vrai que quand on regarde le 19e siècle, puisque tout va démarrer au 19e siècle, c'est un peu le siècle des Lumières pour les sciences et techniques. Et il s'appuie sur les travaux de Lavoisier, qui a été guillotiné, comme vous savez, par la Révolution, tout simplement à une voie près, parce qu'il y en a qui a lancé la République n'a pas besoin de savants, ce qui était quand même une énorme énormité, et voilà, ça a basculé de côté, et il a été guillotiné. Mais s'il y a son épouse à ses côtés, c'est qu'elle a joué un grand rôle, en fait, dans les travaux de Lavoisier, parce qu'elle a, de son mari donc, parce qu'elle dessinait très très bien, et elle a dessiné toutes ces expériences, elle montrait comment ça se passait, ça a beaucoup aidé en fait après les descendants à comprendre un petit peu tout ce qu'elle a fait, parce que lui il n'écrivait pas grand chose. Et en regardant tous les dessins de Madame Lavoisier, eh bien on a pu effectivement comprendre un petit peu mieux ce qu'il avait fait. Alors, évidemment la Révolution n'a pas fait que des bonnes choses, mais en tout cas, il y a eu aussi donc des grandes écoles, la création de beaucoup de grandes écoles, et c'est une lignée de polytechniciens, comme vous allez le voir, qui démarre ces découvertes. Et cette lignée de polytechniciens, c'est les Becquerel qui, tous, de arrière-grand-père jusqu'à arrière-petit-fils, vont jouer un rôle dans cette découverte. Et le premier, vous voyez, c'est Antoine César, qui est l'un des premiers élèves donc, de Polytechnique, en membre de l'Académie des sciences, évidemment, président de cette académie, et il est nommé, vous voyez, en 1938, cette même année, professeur au Muséum d'histoire naturelle. Et il s'installe juste à côté, au 57 rue Cuvier, et là, il aménage son laboratoire, donc voilà pourquoi il joue un rôle dans cette histoire. Et après, vous voyez, pendant 115 ans, son fils, Edmond, polytechnicien 37, son petit-fils Henri, polytechnicien 32, son arrière-petit-fils Jean, vont travailler dans ce laboratoire, et c'est là qu'il va y avoir les premiers signes de cette découverte. Ça s'est arrêté avec l'arrière-petit-fils Jean, parce que Jean n'a pas eu de descendant. Et donc la lignée des Becquerel s'est arrêtée avec lui. Alors ensuite, donc, on trouve Edmond, qui va être le père de celui qui va découvrir, et il était, vous voyez, un de mes collègues au conservatoire, parce qu'il a été élu à la chaire de physique en 1852, membre de l'Académie des sciences, président en 80, il succède à son père en Muséum d'histoire naturelle en 78. Et si lui il est là, c'est parce qu'il entreprend des travaux, dont on va parler dans un instant, de luminescence, et parmi les travaux de luminescence, les travaux de phosphorescence. Antoine-Henri Becquerel, donc voilà celui qui va nous intéresser au début.
Alors, à l'époque, on pouvait cumuler, vous voyez, enseignant au muséum, au CNAM, au Polytechnique. Et il reprend donc les travaux de son père sur le phénomène de phosphorescence. Et parmi donc les sels qui étaient pour lui susceptibles de faire ces phénomènes de phosphorescence, il y a des sels d'uranium. Et il a des lames fines, vous voyez, cristallines, de sulfate double d'uranyle et de potassium. Et il étudie ces phénomènes de phosphorescence. Alors comment est-ce qu'il étudie ça? Vous savez, à l'époque, les plaques photographiques, c'était des grandes plaques en verre, donc il les emballait évidemment dans un carton assez épais pour qu'elles ne prennent pas la lumière comme ça. Et puis, il déposait dessus donc ces matières susceptibles d'être phosphorescentes. Et ensuite, il développait ces plaques photographiques pour voir s'il y avait un signal. En général, effectivement, il avait un signal. Il entreprend un travail de physicien classique, c'est-à-dire qu'il met des écrans pour voir si on retrouve la trace des écrans sur les plaques. Ça marche. Et il est tout content. Et tout ça va nous amener à décembre 1895. C'est la découverte des rayons X par Raymond. Alors, comme ce que je vais vous dire va concerner la notion d'atome et même après donc de noyau atomique, où est-ce qu'on en est de la notion d'atome en 1895? Qu'est-ce qu'on sait sur l'atome? Alors en fait, ça vous le savez sans doute aussi, cette notion d'atome elle est très très vieille, puisqu'elle démarre 400 avant Jésus-Christ. Et j'aime bien mettre cette citation de Démocrite parce que quand vous lisez ça, en fait, vous avez toute la physique et toute la chimie. C'est assez extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la pensée pré-scientifique, c'est-à-dire une démarche qui ne s'appuie pas sur l'expérience. Mais voilà, c'était une théorie. À l'époque, en fait, il n'y avait pas de chercheurs comme aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était tous des philosophes et vous aviez des écoles de philosophie différentes. Et l'école de Démocrite, elle était basée sur cette notion-là. Vous voyez, le doux et la mer, le chaud et le froid, les couleurs ne sont que des apparences. En réalité, il n'y a que les atomes et le vide. Tout ce qui existe résulte des chocs et des combinaisons qui ont lieu entre d'infinis corpuscules insécables. Ça, c'est toute la chimie. Hein. Tout se fait de la même matière et doué de mouvement, les atomes. Ces atomes sont invisibles. Évidemment, ces atomes sont invisibles parce qu'on ne pouvait pas les voir. Bon. Alors, atomos, en grec, ça veut dire que je ne peux pas couper, insécable. C'est-à-dire qu'en gros, il disait tout ce qui m'entoure, tout ce que je vois, etc., je coupe. Il y a un moment, je ne peux plus couper. Je suis sur la brique essentielle de la matière, l'atome, atomos. Et à partir de là, tout ce qui me constitue, c'est un empilement de toutes ces briques. On est quand même, vous voyez, à peu près 400 avant Jésus-Christ. Alors j'ai dit du bien d'un philosophe, je vais dire du mal d'un autre, 2000 ans après, vous voyez, quand même, Leibniz écrit car s'il y avait des atomes dans la nature, cela irait contre les plus grands principes de la raison. Alors à l'époque, on s'exprimait comme ça, si on vous disait, mon cher ami, ce que vous dites, c'est vraiment un tissu d'idiotie, d'imbécilité qu'on n'a jamais vu, on vous disait, mon cher ami, cela va contre les plus grands principes de la raison. Mais ça veut dire la même chose. Comme disait ma grand-mère, elle aurait mieux fait se casser la jambe ce jour. Et donc on arrive en 1895, bon ça y est quand même, à partir d'Avoisier, j'ai tout à l'heure, Avogadro, et le fameux nom d'Avogadro. Bon, on commence quand même à avoir une idée plus précise de l'atome, et plus personne ne veut dire que l'atome n'existe plus. Et le modèle de l'époque, c'est le modèle de Thomson, Joseph John Thomson, qui était à l'époque le patron donc, du laboratoire de physique de Cambridge, titulaire de la chaire de physique de Cambridge. Et on avait un tout petit peu avancé, pas beaucoup par rapport à Démocrite. Là où on avait avancé le plus, c'était dans les dimensions, grâce à Avogadro. On disait, voilà, c'est dimension, c'était l'angstrom, c'était l'unité qu'on avait définie à ce moment-là. Vous voyez, c'est tout petit, parce que c'est un dixième de milliardième de mètre. Et donc, c'était un peu comme une boule de billard, l'atome, c'est-à-dire que c'était voilà, une boule dans laquelle, évidemment, on ne pouvait pas pénétrer. Et un empilement de ces boules, eh ben, ça faisait la matière. Et en 1895, donc, en décembre même de cette année, Röntgen découvre les rayons X. La première image qu'il fait, vous voyez, c'est l'image de la main de son épouse, Bertha. Alors, les méchants disent qu'il a fait ça parce qu'il ne savait pas s'il n'y avait pas des effets nocifs à ces rayonnements et que du coup il a demandé à sa femme de mettre la main. D'autres ont dit non, c'était pour la bague, et effectivement, montrer que voilà, il y avait une différence entre les tissus mous et les tissus durs au point de vue de l'image. Il appelle ça X parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas d'où ça vient. Il sait que ça existe, mais il ne sait pas d'où ça vient. Donc il les appelle X. Il faut imaginer qu'il va s'écouler à peu près 30 ans avant qu'on sache
l'origine, d'où viennent ces rayons. Il n'empêche que, et j'en dirai un mot tout à l'heure, même pendant la guerre, on utilise ces rayons en radiologie, etc., pour faire des images, mais sans encore savoir véritablement d'où ils viennent. Vous imaginez une découverte qu'on aurait faite en 1995, et on va attendre 2025 pour savoir ce que c'est. Hein. C'est assez inimaginable, et pourtant c'est comme ça que ça marchait. Donc, on en arrive à la découverte de ce que Henri Becquerel a appelé les rayons uraniques. Et si vous allez à la bibliothèque de la Société des sciences de Cherbourg, dont j'ai l'honneur depuis 2 ans d'ailleurs d'être le directeur, je ne sais pas jusqu'à quand, mais bon, pour l'instant, dans ces 4 volumes que vous voyez là, on est à 5, on fait le 4 du milieu, vous avez toute l'histoire de la découverte de la radioactivité de cette époque. Ce sont les comptes rendus de l'Académie des sciences. Et donc, vous avez vu, donc je reprends la planche ici, Henri Becquerel est en train de travailler sur des sels d'uranium. Il a ses rayonnements, il reçoit la publication de Röntgen sur ces rayons bizarres qu'il vient de découvrir. Et Becquerel se dit, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, dans le fond, que j'ai les traces que j'ai sur mes plaques photographiques. Et alors, quand même, Röntgen avait donné la recette de ce qu'il avait découvert, il a dit, ben voilà, il faut quand même que la matière soit excitée par de la lumière en particulier pour qu'on ait cette émission de rayons. Et donc, alors là, tout le monde connaît l'histoire de Becquerel avec son tiroir et son soleil. Donc, ben Becquerel, il essaye, alors il met ses plaques toujours enfermées évidemment dans son carton, dessus il pose ses sels pour voir si l'image qu'il avait jusque-là sur ces plaques ne serait pas par hasard plus forte en ayant ces rayons X. Il fait un certain nombre d'expériences, il trouve à peu près le même signal, et puis il veut faire une publication, et il veut publier ça, en fait, au début du mois de mars 1887. Et alors, on arrive donc à la dernière semaine de février 1896, qui est donc une semaine décisive, et elle est décisive en grosse partie au mauvais temps qui sévit à ce moment-là sur la capitale. Parce que pour lui, vous voyez, il est dans cette image du rayon X, donc il faut que le soleil vienne évidemment faire quelque chose sur ces sels d'uranium. Et le 26, il fait du soleil seulement jusqu'à 10 heures, le 27 un petit peu, mais alors les 3 jours d'après, c'est gris, et on arrive au dimanche 1er mars, et pour lui c'est fatidique ce dimanche 1er mars, parce que c'est le lendemain qu'il doit faire cette publication, le lundi 2 mars 1896 à l'Académie. Et donc, il dit, mais c'est épouvantable, qu'est-ce que je vais faire, parce que j'ai rien appris de neuf en gros. Et il dépouille quand même sa plaque. Et puis, là, il s'aperçoit qu'il a le même signal, c'est-à-dire que même quand il a eu quasiment été impressionné, il a le même signal que celui qu'il avait. Et il se dit, si ça se trouve, je n'ai peut-être pas besoin de soleil. Alors, il avait fait 5 expériences, et donc les autres, il les met dans son tiroir, le fameux tiroir de Becquerel qui arrive. Il va refaire ça d'ailleurs dans les semaines suivantes. Et alors pourquoi dimanche 1er mars? Parce que l'Académie des sciences se réunit tous les lundis. C'est encore vrai aujourd'hui. Et ce qui est encore vrai aujourd'hui, c'est que si vous faites une découverte, le moyen le plus rapide de prendre date, parce que ce qui est important quand on fait de la recherche, c'est de prendre date. Parce que si vous êtes en train de découvrir quelque chose, ou sur le point de découvrir quelque chose d'intéressant, vous savez très bien que vous n'êtes pas le seul. Il y a au moins 4, 5 laboratoires, voire 10 dans le monde entier qui fait la même chose. Et c'est le premier qui va trouver le phénomène. Bon. Et le moyen le plus rapide, c'est ça. C'est-à-dire que vous donnez un papier à un académicien que vous connaissez, et puis bon, à notre niveau, on a tous des académiciens dans nos poches, c'est pas un problème. Le gars se mouille pas, il dit voilà, monsieur machin me dit qu'il vient de trouver le fil à couper le beurre. Bon, il se mouille pas, c'est pas lui qui le dit, c'est l'autre. Il n'empêche que la publication, elle est à ce moment-là dans les comptes rendus de l'Académie, et vous prenez date. Et voilà pourquoi c'est intéressant, évidemment, de se dépêcher, que même le dimanche 1er mars, et là, il y a des chercheurs qui travaillent. D'ailleurs, le chercheur est agriculteur, comme vous savez. Et donc, voilà, cette image, évidemment, qui est extrêmement, extrêmement célèbre.
Hein, et vous voyez, donc c'est écrit 26 février 1er mars 96, sulfate double d'uranyle et de potassium, papier noir, donc ça c'est emballé, c'est sa plaque, croix de cuivre mince, vous voyez, c'est la croix de Malte que vous voyez en bas ici, exposé au soleil le 27 et à la lumière diffuse le 26, développé le 1er mars. Et donc il fait quand même sa publication, voilà la séance du 2 mars 1896. La note est là, alors je vous le mets évidemment un peu mieux, c'est un peu lisible. Sur les radiations invisibles émises par les corps phosphorescents, note de M. Henri Becquerel. Alors lui en plus il est académicien, donc vous n'avez même pas besoin de trouver un académicien face au papier, il pouvait le faire tout seul. Et alors il dit ici, un peu des bêtises, mais bon, c'est pas bien grave. Les expériences que je rapporterai ont été faites avec les radiations émises par les lamelles cristallines de sulfate double d'uranyle et de potassium, dont la phosphorescence est très vive. Comme on le sait aujourd'hui, il n'y a pas de phosphorescence du tout. On peut vérifier très simplement que les radiations émises par cette substance, quand elle est exposée au soleil ou à la lumière diffuse du jour, ça c'est complètement faux, traverse non seulement des feuilles de papier noir, oui bien sûr, après divers métaux, ça c'est vrai, mais il n'y a pas besoin d'être exposé comme on le voit. Toutefois, quand même, c'est très sérieux parce que dans sa publication, un peu plus loin, il écrit « J'insisterai particulièrement sur le fait suivant qui me paraît tout à fait important et en dehors des phénomènes que l'on pouvait s'attendre à observer. Les mêmes lamelles cristallines placées en regard de plaques photographiques dans les mêmes conditions et au travers des mêmes écrans, mais à l'abri des radiations incidentes et maintenues à l'obscurité, produisent encore les mêmes impressions. Je pensais aussitôt que l'action avait dû continuer à l'obscurité. » Et donc, dans les semaines qui suivent, il remonte cette eau, mais là, il laisse ses plaques évidemment dans l'obscurité. Il fait un travail très, très consciencieux de chercheur, c'est-à-dire qu'il change le sel d'uranium pour montrer que c'est bien l'uranium qui est responsable. Après, il prend d'autres sels, d'autres éléments qui, eux, sont phosphorescents. Et il remarque que dans ces conditions, c'est-à-dire dans l'obscurité, dans son tiroir, les plaques, elles ne voient rien du tout. Et donc, il se dit, bah, voilà, c'est bien le vanille, mais ce n'est pas les rayons hydrogènes, parce que si c'était les rayons hydrogènes, j'aurais dû, effectivement, exposer à la lumière. Donc, ben, c'est tout nouveau. C'est des nouveaux rayons qu'il appelle les rayons uraniques. On est le lundi 23 mars, vous voyez, on est seulement 3 semaines plus tard. C'est la première publication, d'ailleurs, de cette séance, sur les radiations invisibles émises par les sels d'uranium, note de M. Henri Becquerel. Quand vous regardez la différence entre les deux publications, vous voyez, la première s'appelait « Sur les radiations invisibles émises par les corps phosphorescents », alors que 3 semaines après, c'est émis par les sels d'uranium. Alors, juste 2 secondes, on peut s'arrêter un petit peu après, donc c'est évidemment le démarrage de tout ce qui est radioactivité nucléaire. Où en sont les acteurs du nucléaire futur en 87? Alors vous voyez, Becquerel, il a 44 ans, Pierre Curie est plus jeune, 37, Marie est encore plus jeune, 29. Thomson, dont on a parlé tout à l'heure, il a 40 ans. Rutherford, dont on va parler, 26 ans. Einstein, 17, vous voyez, c'est encore un gamin. Max Planck, il est la génération de Becquerel-Curie, donc il a 38 ans. Vous voyez que Niels Bohr, le fameux atome de Bohr, il n'a que 11 ans pour l'instant. Hein. Otto Hahn et Wagner, dont on va parler tout à l'heure, ils ont 17-18 ans. Chadwick, qui va inventer le neutrion, il n'a que 5 ans. Schrödinger, il a que 9 ans. Compton, 4 ans. Et De Broglie, 4 ans également. Et puis, vous avez les moins quelque chose. Hein. Irène Curie, pour l'instant, voilà, elle a moins 1 an. Son mari, moins 4 ans. Pauli, moins 4 ans aussi. Heisenberg et ses principes, moins 5 ans. Fermi aussi. Oppenheimer, moins 8 ans. Teller, moins 12 ans. Et Cyborg, que on verra d'ailleurs tout à l'heure, moins 16 ans. On va attendre encore 16 ans avant de voir Cyborg arriver sur la planète. Et alors, pour être tout à fait honnête avec l'histoire, en fait, le premier qui a observé ces signaux un peu bizarres, c'est Abel Niepce, qui se faisait appeler de Saint-Victor, qui était un petit cousin de Nicéphore. Et en fait, c'était le premier à coloriser des plaques photographiques. Vous prenez ces grandes plaques en verre que vous connaissez, et il coloriait. Et c'est vrai que l'uranium, je vais en dire juste un mot ici, il est connu, c'est celle pour avoir de très très jolies couleurs. Et alors, il voulait utiliser ces très jolis orange ou ces très jolis verts sur ces plaques. Manque de chance, il récupérait des énormes patatoïdes noires.
Et il s'est dit, c'est pas possible, il se passe quelque chose. Vous voyez, il pressent l'importance du phénomène, mais il se méprend sur son origine et il ne fait pas l'expérience que fait Becquerel. Mais Becquerel, 35 ans plus tard, vous voyez, mais le premier qu'on a parlé, c'est lui. Donc c'est le début de notre histoire. Vous voyez, Becquerel pense que c'est un phénomène qui est dû à l'uranium. Ce sont les rayons uraniques. Alors, on peut penser que c'est une découverte extraordinaire, ça fait les grands titres des journaux de temps, donc tout le monde s'en fout complètement parce que personne ne sait ce que c'est que l'uranium. À part les céramistes et les potiers, pour la raison que je vous donnais tout à l'heure, qui font des très très jolis termes, autrement, personne ne connaît l'uranium, c'est le dernier élément de la classification. Il a été découvert, vous voyez, en 1789 par un pharmacien, tiens, je dis bien des pharmaciens aussi, cher Jean-Louis, tu vois, Klaproth, un pharmacien autrichien. Et alors 1789, c'est un moyen facile, je le disais toujours à mes élèves, pour revenir à la date de la Révolution française, parce que c'est la même année que la découverte de l'uranium. Et je vous ai mis aussi cet extrait-là, qui est recopié exactement comme il est dans le texte. On est, vous le voyez, dans les mémoires de l'Académie royale de Berlin, hein, en 1792. Et vous voyez qu'à l'époque, dans les mémoires de l'Académie royale de Berlin, qu'on soit allemand ou autrichien, etc., on publiait en français. Alors, les S étaient faits comme des grands F, vous voyez. Il faut par conséquent bannir de la nomenclature les noms descendants de Pechmann et Heisenbekers. Les E étaient marqués comme ça aussi. On doit assigner donc un nom nouveau à ce fossile et de lui conserver exclusivement. Je me prévaut des droits incontestables de tout inventeur et je donne à ce métal nouveau le nom d'uranium ou urane, emprunté de la planète Uran, celle qu'on appelle Uranus bien sûr aujourd'hui, dont la découverte est également récente. Ça vous explique pourquoi d'ailleurs les deux éléments suivants, on s'appelait Neptunium et Plutonium, hein, pour Neptune et Pluton, avant que les Américains qui font ces découvertes se disent on est bien bête de ne pas faire de plus. Alors après ça s'appellera Americium, Berkelium, Californium, mais là les deux suivants, donc Et en réalité, alors c'est Eugène Pelligot qui était aussi un de mes prédécesseurs au Conservatoire national des arts et métiers, qui a montré en 1841 en fait que ce que Klaproth avait isolé n'était pas le métal mais l'oxyde d'uranium UO2, et c'est lui qui a obtenu, le premier qui a obtenu l'uranium métallique. Si pour la petite histoire. Ah ouais, c'est des très jolies couleurs. Hein. Alors la classification à l'époque, vous voyez, il y avait beaucoup de trous, évidemment, tout ce qui est bleu, c'est uniquement radioactif, donc tout est là, sauf évidemment le thorium et l'uranium que l'on connaissait déjà à l'époque. Et il reste encore quelques trous, vous voyez, comme le radium par exemple, dans le blanc, le lutécium, le bout des... Et si on a vu ça 2 ans avant, d'ailleurs, toute la série des terres rares qui est là, la bulantane, l'interbium, il n'y avait quasiment rien. Hein. Donc il y a encore des trous à combler. Donc je vous disais tout à l'heure, ça tombe un peu, et en fait c'est Marie et Pierre Curie qui vont reprendre ces travaux. Alors un mot sur Pierre Curie, donc il a été instruit par ses parents qui étaient médecins, et il passe le baccalauréat donc, à 16 ans, il est licencié sur ses 18 ans,